Quand on parle de la Corse, deux noms reviennent, Napoléon et Paoli. Le premier, des bibliothèques entières, des milliers d'ouvrages, mais le second, figure du nationalisme moderne, on célèbre cette année son tricentenaire, le père de la nation, Uba Abudia Patria. Mais que sait-on vraiment de ses alliances, de ses ennemis, de ses choix? Pour le savoir, un homme est allé lire les archives de l'ennemi, à Gênes. Là, pas de statut, un stratège, une justice expéditive, une presse qu'il tient seul, une république qui finit par se refermer sur un seul homme. La question n'est plus de savoir si Paoli était grand, la question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'est Paoli et pour qui. Pour en parler, un historien qui a préféré les archives au roman national. Éric Migeli, bonjour. Bonjour. Pour écrire l'histoire de Paoli, vous n'êtes pas allé chercher en Corse, vous êtes allé à Gênes, dans les archives. Qu'est-ce que vous y avez trouvé que les sources corses ne montraient pas? Alors, les sources corses sont quand même nombreuses. En fait, on va avoir deux catégories de sources. À Bastia, on va avoir le fonds dit du gouvernement, donc toute l'administration et tous les papiers produits par l'administration du gouvernement national. Donc ça commence pas à partir de Pascal Paoli, hein, ça commence à l'époque de Gafour, en 53. Donc ça déjà, c'est un premier décentrement qui est assez intéressant. Le gouvernement national, vu du papier, commence en 53. Et ensuite, on va avoir une autre source qu'on retrouvera certainement par la suite dans notre discussion. Ce sont les sources des notaires. Donc en fait, qui commerce avec qui loue chez qui se marie avec qui, etc. Donc en fait, on a des sources corses. Ici, on peut voir la dynamique entre les différents partis. Ce qu'on trouve à Gênes, et je ne suis pas le premier à l'exploiter, hein, puisqu'il y a Antoine-Marie Gradiagne qui va très 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 largement travailler ces sources-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a toutes les sources, tous les papiers produits par la République de Gênes pour les opérations contre la rébellion. Et là, on va avoir des choses intéressantes. Alors, on a toutes les questions de logistique, hein, comment on fait pour transporter les troupes à tel endroit, etc. Mais on va avoir d'autres informations du type quels sont les relais potentiels du gouvernement républicain dans, par exemple, la région de Loré, la Castagnic, la Balagne, le Nebbio, etc. Et parfois, on va trouver des personnes qui ont des charges dans le gouvernement national. Et on peut avoir des individus qui ont des doubles, voire triples jeux. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire que la guerre, elle ne se passe pas que dans le territoire géographique, elle se passe aussi au niveau humain. Et il faut regarder cette Corse révolutionnaire comme un affrontement de nombreux partis. Alors le mot clan, il n'est pas bon, mais quand on le dit, on se comprend assez rapidement. Donc on va dire qu'il fait le job. Clan, parti, grandes familles, etc. Et on se rend compte que derrière les grandes oppositions idéologiques, eh bien, en fait, on a des relations matérielles et économiques qui sont très importantes. On se rend compte bien souvent que ce qui dessine les alliances et les oppositions, c'est le monde économique, l'activité économique. Et ça a été une surprise quand j'ai commencé à travailler dans les archives corses et génoises. Quand on rentre vraiment à ce niveau-là, on se rend compte que les discours politiques, ils tiennent pas. Et on peut se poser la question de se dire, est-ce que à cette époque, ils y croyaient véritablement? Euh, Combien de chercheurs corses vont travailler à Gênes concrètement? Vous avez cité Antoine-Marie Gradiani, je sais qu'il y a les études aussi de Carlo Bito aussi, mais qui datent du début du siècle au final, du début des années 2000. Alors, Carlo Bita, donc il travaille beaucoup sur la Corse. C'est un des meilleurs historiens de la République de Gênes, qui vient tout juste de partir à la retraite. Lui, il n'enseignait pas à Gênes, il enseignait à Ferrare. Et lui, il avait une particularité, c'est que finalement, il a la même méthode d'analyse que nous, mais appliquée au patriciat génois. Se demande, il prend le noyau des sénateurs et il dit finalement qui est lié avec qui va promouvoir quel type de politique, et il va voir les relations économiques au-delà des discours idéologiques. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce discours historique va être mobilisé dans les affaires de Corse. Et Bitos est un personnage extraordinaire à ce niveau-là. Il apporte un degré de connaissance que nous, on ne peut pas avoir. On reste malgré tout des historiens de la Corse, et finalement, notre domaine d'expertise, c'est celui-là.
Moi, j'ai l'habitude de dire que finalement, c'est difficile d'être historien de la Corse moderne si on ne connaît pas ou si on n'est pas un peu, voire beaucoup historien de la République de Gênes. Je pense que c'est vrai, parce qu'on ne peut pas comprendre la Corse d'une manière isolée, hein. Il faut l'intégrer dans l'État plus global auquel elle appartient, donc la République de Gênes. Mais finalement, on n'arrivera jamais au degré de compétence d'un véritable historien de Gênes, et c'est tout à fait normal. Mais du coup, combien de chercheurs vont à Gênes aujourd'hui de Corse? Quantitativement, je peux pas dire, mais on est quelques-uns peu. Pourquoi? Partir à Gênes, il y a une complexité dans l'organisation. Après, il y a une question du travail d'archives qui n'est pas facile. Travailler sur des vieux documents, ça demande du temps, ça demande la formation en paléographie, lire les vieilles écritures. On a la distance de la langue, hein, parce que le vieil italien, c'est pas forcément accessible d'emblée, hein, ça demande beaucoup de temps. Puis après, je pense qu'il y a une crise des vocations aussi, hein, faut être honnête. Mais on est quelques-uns, effectivement, à travailler. Moi, je pense à Jean-Christophe Lietz, qui a fait des études absolument géniales sur la période moderne, plus société, hein, pour le coup, les relations commerciales, la vie globale dans la société. Il faut penser aussi à l'association de Corse, Corse Généalogie d'André Flore, qui fait un travail qui est aussi génial, hein, qu'il faut souligner. On est quelques-uns, on n'est pas effectivement nombreux, en tout cas, il y a du travail pour bien plus de monde. Si on travaille si peu ces archives, c'est peut-être qu'on ne veut pas savoir ce qu'elles contiennent. Si quelqu'un vous demandait à quel pourcentage on maîtrise vraiment l'histoire de la Corse du 18e, vous diriez quoi? Et le travail d'archives proprement dit, le dépouillement, là où on en est aujourd'hui, c'est à combien à peu près? Ouf, ça c'est dur comme question. Je ne saurais pas dire, mais je sais pas, j'aurais envie de dire, allez, 30%, puisqu'il faut donner quelque chose à la louche. Mais oui, il y a encore énormément de choses à faire. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur en fait, les archives génoises, en fait, on va avoir deux grands blocs qui concernent la Corse. On va avoir le fonds Corsica. Le fonds, en fait, tous les papiers produits par le Magistrato di Corsica, cette institution qui, entre 1562 et 1768, gère la Corse. Donc on va avoir à peu près 1500 liasses, un peu plus. Et puis après, on va avoir toute une série Corsica dans l'Archivio Segreto, qui est en fait la documentation produite par les Sénats. Et on va faire des liasses thématiques de documents, donc plusieurs centaines, voire de milliers de documents, par année, semestre, voire parfois par mois. Et elle est directement en lien avec les opérations de répression, grosso modo, et de maintien de l'ordre. Et très souvent, on se retrouve face à des pavés de documents et on n'a pas forcément le temps de travailler à 100%. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des monographies locales, hein. On a plein de villes, hein, qui resteraient à exploiter, des secteurs entiers qui resteraient à étudier, du commerce, le corail, etc. On parle de quelques dizaines de chercheurs ayant travaillé ces fonds sur des milliers de documents non encore consultés. C'est vrai? Milliers, non, on est plutôt sur du million, j'exagère, on est sur des centaines et des centaines de milliers. Le fonds Corsica, c'est plus de 1500 liasses, jusqu'à plus de 1000 documents. Donc le montant de documents, il est absolument fou. Après, ces documents, ils sont là, ils sont bien rangés. Après, maintenant, il faut des gens pour venir les lire et leur donner du sens. En archive, on découvre rarement des choses exceptionnelles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre les documents et d'aller leur donner un nouveau sens. Et essayer d'expliquer qu'en fait, ce document qu'on avait vu, mais qu'on avait mis sur le côté, finalement, maintenant, il devient important parce que la science historique a évolué, parce qu'on comprend mieux les choses, etc. L'histoire, c'est jamais quelque chose de très spectaculaire comme discipline. On est plutôt sur des choses discrètes, mais on est sur la fabrication des discours historiques. Du coup, s'il reste des milliers, voire des dizaines de milliers de documents à étudier, ce qu'on croit savoir de Paoli repose sur une fraction des archives. Ça change quoi à la nature des certitudes qu'on peut avoir sur lui aujourd'hui? Ça change que finalement, on a souvent lu Pascal Paoli à partir de la documentation qu'il avait produit lui-même. Et forcément, il aime bien se présenter sous un beau jour.
c'est normal, c'est un homme politique, c'est son job, donc on ne va pas lui en vouloir. Mais effectivement, le grand problème de l'historiographie corse, c'est qu'on a pris pour argent comptant le discours des révolutionnaires. Des fois, c'est vrai. Des fois, il y a des choses qui sont factuelles, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes, tout simplement. Si on prend un exemple, le cas de la justice. Si on va dans la rue, qu'on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de la justice époque génoise, on va parler justice laxiste, justice pas rendue, donc vendetta, etc. C'est plus fin, c'est plus subtil. Et ça, c'est quelque chose qui avait été pointé, par exemple, par Emmanuel, il y a dans les années 70-80, qui à un moment donné dit, c'est étonnant quand même, parce que les Corses ne se sont jamais véritablement plaints de la justice des Génois avant les révolutions. On dit, peut-être qu'à un moment donné, la question de la justice, c'était un discours politique, et il faut l'aborder comme tel. Et il y a plein de choses que les révolutionnaires disaient et auxquelles ils ne croyaient pas du tout. Le cas, par exemple, l'affaire des 27 000 morts par vendetta entre 1680 et 1710. Ça, quand les révolutionnaires balancent ce chiffre-là, personne n'y croit, en fait. Mais c'est un discours politique. Le discours politique, il est là pour produire de l'émotion et pas forcément... c'est pas un discours historique, point barre. Et dans ce chantier d'archives, justement, il y a certaines figures qui ont complètement disparu. En dehors de Paoli, quasiment aucune des figures qui l'entourent n'a fait l'objet d'une vraie étude. Pas de biographie sérieuse des maîtres, ses ennemis collaborateurs qui le mettent en place. Pas d'études sur Gaffori, pas sur les théodoristes. Pourquoi l'historiographie corse a dans l'ensemble produit un Paoli seul, sans entourage, sans adversaire? Le leader Maximo, allez, on va dire comme ça. Mais il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord parce que Pascal Paoli s'est présenté lui-même comme étant un homme seul. Donc il y a quand même cet élément-là. On met cet élément-là, on va le retrouver un peu plus tard. On pourrait faire, et on pourrait imaginer une biographie de Gafford. Il y a un moment donné, je voulais en faire une, mais la documentation manque. Et donc c'est très difficile comme travail. Une biographie familiale des maîtres, j'aimerais aussi la faire, mais c'est très compliqué parce que là aussi la documentation est assez faible. Et pour faire un livre, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il faut une masse de doc. Donc, faire un bon livre. Pour faire un bon livre, effectivement, il faut préciser, il faut une grosse documentation. Ce qui pourrait être faisable, par contre, c'est une histoire des loyalistes. Ça, par contre, une histoire des Corses qui sont fidèles à Gênes. On va y venir. Donc on le remet de côté et on revient sur la question de l'homme fort. Moi, ce que j'ai toujours trouvé curieux, c'est que finalement, on a pris Pascal Paoli, qui était un homme fort, dans tous les sens du terme. On en a fait une égérie du côté démocratique, mais finalement, c'est quand même plus compliqué. Son rapport au pouvoir, son rapport au public... c'est difficile. Et finalement, je trouve qu'on a ce paradoxe-là. On a ce paradoxe qui se met en place dans les années 60, 70, plus 70, 80. Pascal Paoli, homme des Lumières, mais homme quand même finalement seul. Moi, j'ai en tête une historienne corse, pour pas la citer, qui parle de la solitude de Pascal Paoli, un homme seul au pouvoir, un homme presque entouré d'abrutis, souvent présenté comme ça. Et moi, ce que j'ai vu dans mes archives, et ça, je l'ai vu assez rapidement, c'est que il était entouré de docteurs, de personnes qui avaient fait des études, souvent qui avaient fait des bouquins, des gens qui, s'ils n'étaient pas docteurs, avaient fait de belles études en Italie. Il était entouré de jeunes intellos. Tous partagent à peu près la trentaine. Donc c'est une équipe de jeunes qui a envie de changer les choses. Donc c'est encourageant. Et on se rend compte qu'en fait, il n'est pas tout seul, mais il se présente comme tel. Et nous, on a oublié ce côté-là, à se dire que finalement, derrière Pascal Paoli, il y a plein de gens qui font vivre le gouvernement. Ça peut être des amis, ça peut être des meilleurs amis de Pascal Paoli, ça peut être des concurrents, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ça peut être plein de choses. Finalement, les relations au pouvoir sont très, très complexes, mais ce n'est pas un homme seul. Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié parce que je pense qu'il y a un fond dans l'inconscient populaire. Alors, je pense que ce n'est pas seulement en Corse, ça peut être occidental. On aime cet homme fort, l'homme providentiel, qui vient de l'extérieur et qui fait tout. Parce que finalement, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Paoli, on va expliquer qu'il a fait de magnifiques études sur le continent, qu'il fréquente les illuministes napolitains, et donc
Il revient sur l'île et tout le monde lui dit, bah tiens, prends le pouvoir parce que toi, t'es trop intelligent et nous, pas du tout. Bon, moi, je trouve ça moyen. Je trouve ça moyen, d'abord, je trouve que c'est pas encourageant parce que je suis historien, oui, mais je suis un citoyen, je suis un jeune de 30 ans et je me dis, bon, c'est pas forcément le modèle de société que j'ai à l'esprit. Et puis surtout, ça apporte quoi de dire qu'il y a des gens trop intelligents qui viennent de l'extérieur, qui viennent et qui changent le monde? Mais au-delà de ça, factuellement. Bah, factuellement, en fait, on se rend compte qu'on a toute une relation de pouvoir, hein. Quand Paul y arrive sur l'île, il vient parce qu'il va démonter le parti familial, il va démonter la légitimité de son père, tout d'abord, hein, qui gardait quand même un peu d'influence. Il va démonter son frère, qui lui avait pris les rênes de la révolte, et qui est un personnage atypique, Clemente, parce que c'est un homme d'armes, c'est vrai, plutôt efficace, ça n'a pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est un homme qui est meurtri, parce qu'il s'est marié dans les années 48, mais il fait partie de ces hommes qui, à cette époque, ont subi le divorce, et il a très très mal vécu cette période-là. Donc il va dire de lui-même que ce serait un moine combattant, hein, qu'il allait pratiquer le veuvage, alors qu'en fait sa femme n'est pas du tout morte, puisque c'est marié à quelqu'un d'autre. Euh, donc bon, c'est un personnage qui est complexe, et qui peut être politiquement efficace, incontestablement, mais qui n'a pas d'idée politique. Quand dans les années 50, quand en 54, hein, le parti des Cinque Piève il réussit à récupérer le pouvoir après l'assassinat de Gianpietro Gaffori, les Cinque Piève ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée, donc c'est bien, ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas quoi faire. Et là, il y a un bonhomme qui est illuminé, mais pas forcément dans le bon terme, hein, un catholique fanatique, proche de l'ordre de Malte, l'abbé Zerbi, qui lui a une idée, il dit, ah, tiens, si on offrait la nation corse à l'ordre de Malte. Alors, idée foireuse au possible, mais on a que ça sous la main. Donc, je crois que c'est le 4 mars 1754, la nation s'offre à l'ordre de Malte. Alors, quand je dis la nation, quand je regarde les signataires, il n'y a que les notables. C'est Cinque Pieve, hein. Ah, clairement, hein. Mais c'est drôle aussi, c'est-à-dire que si je prends le document, je vois, c'est la nation, hein. C'est la nation, tout le monde, on est tous là, on est tous d'accord. Quand je regarde les signataires, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, on les a tous, hein. Donc on voit que la nation s'exprime, et en fait c'est une bande en fait de personnes très liées humainement, économiquement, politiquement. Pas pareil, c'est pas la nation, c'est un groupe régional. Et Paul, en fait, lui, il est là à ce moment-là, il est sur l'île d'Elbe, il voit ça, il voit que c'est un plan foireux. Bon, tout le monde voit que c'est un plan foireux, attention, hein. Et il dit que c'est pas un bon plan. Et donc il va progressivement démonter l'image du frère en expliquant que, grosso modo, c'est un idiot, c'est Hannibal qui est là, il est devant Rome et puis il y va pas. À côté de ça, il va démonter l'abbé Zerbi, qui est un nul, hein, il faut être clair, hein. Le bonhomme fait croire qu'il a rencontré le grand maître de l'ordre de Malte, mais en fait pas du tout. Bon, c'est un escroc, complet, mais un vrai, hein. Et finalement, le plan tombe à l'eau. Problème, nous sommes les Cinque Piège, et on a le pouvoir, mais là on n'a plus du tout d'idée. Et c'est là, à la fin de l'année 54, que Paul il dit, moi, en revenant sur l'île, en rentrant sur l'île, je pourrais faire quelque chose. Et le moi devient une position politique, devient un projet politique. Et ce qui se passe à ce moment-là, finalement, c'est que on a grosso modo deux grands partis dans les révolutions corses. On a d'un côté les Mâtres, qui avaient eu les révolutions pendant toute la décennie 40, qui avaient essayé de faire semblant de lâcher le pouvoir en mettant Gaffori, donc le beau-frère, donc c'est parti du clan des Mâtres, hein, concrètement, au pouvoir, qui se fait descendre. Et donc ils ont été obligés de lâcher le pouvoir aux Cinque Piève. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Et les Cinque Piève, finalement, on a beaucoup de personnages riches, influents, qui ont fait la guerre, Clemente, Gianquilico Casabianca, etc., que des gens qui pourraient être dangereux pour les Mâtres. Et finalement, les Mâtres se disent, ok, on va lâcher le pouvoir à Pascal, parce que c'est l'homme faible d'un parti fort. Pascal, personne ne le connaît, en tout cas pas grand monde. Il appartient à une armée qui n'a jamais fait la guerre, donc a priori, ça va, il devrait être tranquille à gérer. Il connaît pas la Corse. Faut le dire aussi, ça, on n'a pas l'habitude de dire ça, mais quand Paul y revient, il connaît ni le terrain ni les gens. Et puis surtout, on se dit qu'il va être facile à manipuler comme bonhomme. On se dit que Paul, il sera un nouveau Gaffori.
Et le jour même de l'élection, les Matras sont là, il y a Mario Emmanuel, et il voit Pascal, il comprend de suite que le bonhomme, il est ambitieux. Et là, il se dit, bon, non, en fait, on va pas y aller. Les Matras sont là, ils ne votent pas, ils s'abstiennent dans cette consulte qui représente déjà pas grand monde sur l'île, qui est concrètement rien du tout. Et en fait, le soir même, les Matras savent qu'on part en guerre civile. Le soir même, c'est clair, il va falloir quelques semaines pour assembler les troupes, mais c'est ce qui va se passer. Et Mario Emmanuel et Matra comprend à ce moment-là que Pascal Paoli a fait un coup d'État aidé de Gianquilico Casabianca. Casabianca, c'est donc un bonhomme de Vescovato qui a de l'argent, mais qui a surtout de très bonnes ramifications politiques, diplômé, un jeune trentenaire. C'est le meilleur ami de Pascal Paoli, clairement. Et les Matras comprennent que ces deux bonhommes ont pris le pouvoir. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État ou une révolution de palais? Moi, j'aime bien coup d'État. J'aime bien coup d'État parce que finalement, on va avoir une véritable dynamique politique. Ce qui est intéressant et ce qui se met en place pendant l'année 55-56, c'est qu'on se rend compte que ceux qui vont suivre Pascal Paoli, ce sont surtout les antimatristes, concrètement, donc les grandes régions économiques, Balagne, Nebbio, Cinque contre ces familles plutôt d'inspiration noble, proto-féodale, mais vraiment avec de très très grands guillemets, donc un modèle très conservateur, alors qu'on a plutôt des notabilités économiques dans ces autres régions. On va avoir une impulsion très intéressante à partir de ce moment-là. C'est une véritable révolution, mais c'est quand même un coup d'État. Ce qu'on comprend des ennemis de Paoli, ça change radicalement ce qu'on peut comprendre de lui ou pas? Oui, quand même, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en 55, les vrais révolutionnaires, ils sont avec les Matras. En fait, en 55, pendant la seconde moitié de l'année 55, les sécessionnistes qui sont en train de bousiller la révolte, ce sont ceux qui soutiennent Paoli. Et on a le jeu, par exemple, d'Erasmo Orticoni, qui était celui qui avait organisé le congrès doré en mars 1731, qui lui est à fond Matra. Ils expliquent très bien, finalement, la branche historique des révolutionnaires, c'est les Matras. Les paolistes, ils nous emmènent, on ne sait pas où exactement ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, se dire que aujourd'hui, les Matras, pour nous, ce sont les vilains traîtres, alors qu'en fait, à l'époque, ils sont considérés comme étant les révolutionnaires historiques. Et ça permet de poser une question. C'est finalement pourquoi les révolutions? Pourquoi finalement ces gens-là se sont engagés dans la révolte? En fait, ce qu'on comprend, c'est que ces gens-là n'étaient pas indépendantistes. D'ailleurs, la réponse des Matras, quand la situation leur échappe complètement, c'est quoi? C'est retourner du côté de la République. Pour eux, mieux vaut redevenir génois plutôt qu'être paoliste. Mais tout ça, quand même, en s'inscrivant dans une continuité de l'indépendance. En tout cas, des révolutions corses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient dans le phénomène insurrectionnel, dans le phénomène révolutionnaire, n'y étaient pas de la même manière. Excellente transition. Avant de rentrer dans cette histoire, un mot sur ce que ce moment paolien représente réellement. Vous refusez l'expression État corse pour cette période. Vous parlez de moment paolien. Qu'est-ce que le mot État a de gênant ici? Alors, le mot État est bon dans le sens où Pascal Paoli construit un État. L'autre souci, c'est que si je dis que je suis historien de l'État corse, je suis historien d'un petit machin, géographiquement très resserré en 1755, qui va s'étaler progressivement, mais donc en fait, 3 fois rien en termes de quantité. Moi, je préfère parler du moment paolien des crises révolutionnaires corse, parce que ça permet d'embrasser la totalité de la Corse génoise. Et c'est plus intéressant parce que ça permet de montrer qu'il y a une période où effectivement un personnage politique extrêmement important, tout ce que l'on veut, va développer son influence sur l'île jusqu'à implanter un État. Oui, mais l'État, c'est la conséquence. Et pour moi, c'est assez dommage de ramener cette période de l'histoire au généralat, à l'État corse indépendant, parce qu'en fait, c'est la minorité en 1755 de l'île. Ça ne le sera plus à partir de 1763. Mais en 55, l'État, c'est pas grand-chose. L'unification de la Corse, justement, elle est tardive? Décembre 1763,
Alors c'est pas mal en termes de temps, hein. Ça fait 8 ans pour construire quand même un machin sur la totalité du territoire, c'est quand même une prouesse, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant de présenter la période comme étant un moment paolien. Parce que finalement, et ça a été le titre de ma thèse finale de doctorat, la Corse entre trois souverainetés. La génoise, la Corse et la française. Et finalement, ça permet de décentrer la problématique et de se dire que une société, elle n'est pas seulement sujette au pouvoir, mais une société, et en tout cas les sociétés, les micro-sociétés qui composent une société choisissent les pouvoirs. On adhère à un pouvoir, on n'y est pas que soumis. Tous les Corses n'ont pas été paolistes, c'est ça l'enjeu du mot? Ben, clairement. Et pourtant, ces Corses existaient, ils étaient Corses, et il faut en parler aussi. On ne peut pas réduire la Corse, la période révolutionnaire, aux seuls révolutionnaires. D'abord, les révolutionnaires ne sont pas tout le temps révolutionnaires jusqu'au bout, ils peuvent changer de camp, déjà. Ça, il faut le dire, hein. Il y a beaucoup de zigzags, et on a quelques-uns qui sont très très bons. Mais surtout, il faut parler de toute cette société et expliquer que l'engagement dans le phénomène révolutionnaire, c'est un choix. Et à un moment donné, c'est une espèce de mise. Moi, j'aime bien la métaphore du jeu. On mise sur un parti, on se dit que bon, bah, ça va fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, comprendre ce qui se cache derrière le mécanisme du choix et de l'adhésion politique. Très souvent, quand on lit les histoires de la Corse, on a l'impression que Pascal Paul, il revient avec les Lumières, comme ça, de Naples. Et il vient, il dit « Ah les gars, je vais vous apporter la modernité, ça va être trop bien. » Et les gens disent « Ah bah, trop bien, on y va. » Et on adhère. En fait, non. Les gens vont adhérer progressivement à Pascal Paul. Il y a beaucoup de résistances qui sont très intéressantes. C'est très intéressant d'étudier ça. Mais les gens vont y adhérer pour une raison très bête. C'est que ça marche. En fait, on est au 18e, on est dans un moment où on a changé d'attente par rapport à la souveraineté et on veut un gouvernement plus proche, plus présent dans la société. Et c'est ce qu'apportent les paolistes. Les paolistes apportent le pouvoir au village. Et ça change beaucoup de choses et ça plaît. Désormais, quand on a un problème, on a un locataire qui ne paye plus son loyer, il y a les paolistes qui sont là pour venir... Rendre justice. Par exemple. Très bonne transition, encore une fois, décidément. On dit les Corses se sont soulevés contre Gênes, comme s'il y avait un seul camp. Vous montrez qu'il y avait plusieurs Corses avec des intérêts qui s'opposaient, à l'intérieur même du camp corse, qui se battait contre qui? Moi, j'aime bien dire que finalement, tous les Corses, d'abord, n'étaient pas révolutionnaires, que tous les révolutionnaires n'étaient pas révolutionnaires de la même manière, et que tous les paolistes n'étaient pas non plus paolistes de la même manière. Ce qu'il faut se dire qu'il n'y a aucune raison que tous ces Corses partagent en fait, le même idéal, etc. En fait, on va avoir des conflits à tous les niveaux. C'est même plus dur de trouver ce qui unit ces gens-là. Clairement, il faut le présenter comme ça. Ce qui va après les unir à partir de vraiment au début de la décennie 60, c'est un État qui fonctionne. Alors, il ne fonctionne pas bien pour tout, mais il fonctionne beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Ça, c'est clair. Et puis, l'État devient une machine à emploi. Et finalement, les paolistes ont expérimenté divers trucs pour provoquer l'engagement des populations. On a un personnage, Leonardo Grimaldi, un franciscain, un mathématicien, un homme des Lumières, un vrai, qui à un moment donné va faire une série de discours où il va expliquer aux gens, les gars, si vous mourrez pour la nation, vous accédez d'abord à la gloire terrestre. 72 vierges. Alors non, pas 72 vierges, mais vous allez accéder à la gloire des héros antiques, c'est fort, mais vous allez surtout aller au paradis. Parce qu'en fait, si vous mourrez pour la nation, vous mourrez un peu pour le Christ. Donc d'une certaine manière, mourir pour la nation, paradis. Et ça marche un peu, mais ça marche pas, c'est pas ouf. Par contre, on a un moment où l'adhésion est à bloc, c'est à partir de 63. Quand en fait l'État commence à faire circuler la monnaie. Mieux que le paradis, les soldes quotidiens. Et ça change beaucoup de choses en fait, la société qui se monétise. Les gens ne sont plus forcément pris à la gorge par les notables. Désormais, il y a de l'argent qui circule et on a la société qui commence un peu à se restructurer sur des critères économiques. Et d'ailleurs, quand les Français arrivent, ils sont sérieux. Les Français comprennent très bien les politiques monétaires. La monnaie paoline n'existe plus.
Pour revenir à l'intérieur du camp corse, c'est quoi? C'est les grandes familles contre les nouveaux venus? Alors, on a cette dynamique-là. On va en avoir plusieurs. Moi, ma préférée, c'est les jeunes contre les vieux. J'explique. Je disais que les Paolistes, c'était une équipe de copains, vraiment, mais qui ont 30 ans. Contre des vieux, désolé, hein, qui ont 50-60 ans. Mais il faut expliquer, au-delà de la boutade. Quand on a 30 ans, dans les années 1750-60, donc on est dans cette génération de Paolistes qui a la trentaine, ben, on est dans les années 1720. C'est-à-dire on va grandir à une époque où on n'a pas connu la République de Gênes, et où finalement, bah, la Corse était mécaniquement indépendante, puisqu'elle était en guerre contre les Génois. Donc quand on a 30 ans en 1750-60, on connaît que ça, l'idée que la Corse se gouverne toute seule. Quand on a les générations au-dessus, quand on est dans les années 1700, 1710, on a connu la Corse génoise. On sait finalement qu'elle n'était pas si problématique que ça et que les élites trouvaient leur compte. Et donc finalement, on a cette opposition-là. Pour beaucoup des révolutionnaires nés au tout début du siècle, l'idée d'une Corse indépendante, c'est une connerie. Par contre, on est d'accord, le système génois, bah, il n'est pas top. Et en plus, la République de Gênes se casse la gueule à l'échelle internationale. Donc oui, il faudrait qu'on change de prince. Et là, on a une palette de possibilités. Les Espagnols, les Français, le Vatican, tout ce qu'on veut. Mais dans quel contexte européen et méditerranéen est-ce que la Révolution s'inscrit? Y avait-il des expériences comparables, des précédents constitutionnels que Paoli avait sous les yeux? On a un moment qui est catastrophique au niveau des relations internationales. En fait, le 18e, pour nous, c'est le siècle des Lumières, mais on oublie que c'est quand même le siècle de la guerre. On n'arrête pas. Et finalement, on a une recomposition permanente des territoires, et ça change tout. Mais ça change beaucoup de choses, parce que finalement, on se rend compte que un territoire n'est pas forcément attaché à une dynastie pour toujours, elle est attachée à une souveraineté. Mais que cette souveraineté, on peut l'échanger. Exemple, la Sardaigne. La Sardaigne, jusqu'au XVIIIe, on est espagnol, on passe dans le camp de l'Empire, puis on passe du côté des Savoyards. Pas de souci. Mais finalement, les Sardes, ils étaient attachés à l'Espagne, ils deviennent impériaux, ils deviennent savoyards. Ça ne les perturbe pas tant que ça. Mais ils restent attachés désormais à l'idée d'une souveraineté en Sardaigne, plus qu'aux dynasties espagnoles. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout dans cette Europe du XVIIIe. C'est l'expression de Lucien Bailly, un des plus grands historiens des relations internationales du XVIIe et du XVIIIe. On est dans une époque où les couronnes s'échangent. On s'échange les couronnes. Et ça, à un moment donné, ça fonctionne au niveau des grands, au niveau de ces grandes dynasties, mais ça peut gonfler les populations aussi, qui à un moment donné se rendent compte qu'elles sont vraiment utilisées par les pouvoirs dans une balance, dans une espèce d'équation permanente, et ça contribue à faire émerger l'idée de peuple pendant le XVIIIe siècle. En Corse, nous, on n'a pas cette problématique, puisqu'on reste génois, entre guillemets, jusqu'à la fin. Mais on le voit, ça. Et puis d'ailleurs, quand on est corse, on a une mobilité qui est extrêmement forte, donc on sait tout ce qui se passe, on a toujours un cousin qui est au service des Vénitiens, des Espagnols, etc. Donc on comprend toutes ces dynamiques-là. Ça, c'est le premier élément de réponse. Quand Pascal Paoli arrive au pouvoir, on a un gros souci. 1755 élections, 1756, on a le début d'une guerre, qui est une sacrée guerre, puisqu'on la considère comme étant la première guerre mondiale. La guerre de 7 ans, 56-63, pour vous donner une idée, c'est le moment où la France perd l'Amérique. Pas rien. Et dans ce conflit... Il n'a pas été payé en plus. Non, effectivement, il y a tout qui commence par rendre l'argent. Mais ce qui se passe à ce moment, finalement, c'est que Paoli, quand il prend le pouvoir, il se rend compte qu'il est dans une situation qui est dangereuse. Parce que le monde se divise entre les partisans des Français et de ceux de l'Angleterre, et il faut choisir un camp. Choisis le camp des Français ou des Anglais. Je sais pas. Il y a de très bons révolutionnaires philo-anglais, et on a d'autres très bons qui sont philo-français. Et c'est compliqué de choisir. Et Paoli a une idée. Il se dit, si je mise sur un camp, je risque de perdre.
Par contre, si je mise sur aucun camp, je suis sûr de ne pas perdre. Je joue pas. Je joue pas, donc ça va. Et en fait, c'est la stratégie qu'il va avoir. D'un côté, il va dire à ses partisans pro-français, les gars, allez-y, dites au roi de France qu'on est à fond avec lui, donc Gregorio Salvini, la giustificazione, et en même temps, il va envoyer Colonna Amphiaraï à Londres pour rencontrer le secrétaire d'État en disant on est à fond anglais, allez-y. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Corse passe entre les gouttes. Et on arrive au début de la décennie 1760. Le conflit est presque réglé. La Corse est toujours indépendante en plein milieu. La crise est passée. 1761, c'est la véritable déclaration d'indépendance de la Corse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? On a un nouveau doge à Gênes, Agostino Lomellini, un personnage extraordinaire, le grand doge des Lumières. Quelqu'un qui a participé à l'encyclopédie, etc. C'est vraiment un homme des Lumières, fan de Montesquieu. Et Lomellini, il se dit, les révolutions corses, c'est mignon, mais on y est depuis 1729, ça nous coûte un bras, il serait temps qu'on arrête. Et donc, Lomellini, il prend l'esprit des lois, chapitre 6, comment traiter avec les peuples conquis, et il explique, voilà, pour résoudre les conflits, il faut intégrer le peuple vaincu au peuple vainqueur. Et Lomellini dit, ok. Et donc, 1761, il cède. Il dit, ok, les Corses veulent accéder à la noblesse génoise. Banco. Ils veulent accéder à la citoyenneté génoise. Banco. Ils veulent tel privilège, le droit d'avoir l'armée, etc. Banco. Allez-y, on signe tout. Et il envoie une délégation de sénateurs en Corse, 6 sénateurs les plus importants de la République, qui arrivent à Bastia. Alors tout le monde se dit, ils vont être accueillis, mais à fond. Et c'est là qu'on a le second coup d'État de Pascal Paoli. C'est bon en transition, j'enchaîne le récit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Ce que j'allais dire, en fait, le sous-bassement de la question, c'est qu'est-ce qu'amène de neuf ce moment paolien ? Justement. C'est cette rupture-là. C'est-à-dire que Pascal Paoli, finalement, il a joué l'ambiguïté avec tout le monde parce que pour rassembler, il est obligé de dire à tout le monde, à bloc, je suis d'accord avec toi, mais à 200%. Fradé, vas-y, t'inquiète, on est d'accord. Et le problème, c'est que de temps en temps, il faut prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, on se met à dos les autres. Et donc, il faut prendre la décision au moment où on est capable de dire, si t'es pas content, je t'envoie l'armée. Il faut être fort. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce moment arrive en 1761. En 1761, on va avoir le très gros de la notabilité corse qui est contente parce que les Génois lâchent. En fait, la raison pour laquelle on est rentré dans le phénomène et dans la dynamique insurrectionnelle, être mieux intégré dans la République de Gênes, c'est bon, on l'a. Et donc, ils sont contents, les notables. Ils vont participer à une grande consulte à Venzolasque. Et donc, ils rentrent, il y a tout le peuple, et on discute, et tout le monde est très content. Et Paul, il se rend compte que les notables, ils veulent concilier. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons, Pascal. Le compte n'est pas bon du tout. Le compte n'est pas bon du tout. Il se rend compte que les notables veulent négocier, qu'ils sont contents. Ils veulent le compromis. Ah, mais à bloc. Et là, que fait Paoli ? Il excite les populations. Il dit non, on peut pas négocier avec les Génois. On vous le dit depuis longtemps. On peut pas négocier. La République, c'est non. La République, c'est non, exactement. Mais on ne traitera jamais avec la République de Gênes. Et puis, les notables, ils emportent la majorité. Ils emportent la majorité. Et il y a un moment où Pascal Paoli, il dit ok, tape du poing sur la table. Il dit c'est pas compliqué. Vous négociez avec les Génois, moi je me tire. On a les documents, on a les gens qui étaient là qui disent Paul, tape sur la table, moi vous conciliez, je me tire, je vous abandonne. Donc là, on a les populations qui s'excitent en disant non, Pascal, reste avec nous, on n'est pas d'accord. Donc là, on commence à avoir de la tension. Mais les notables influents arrivent quand même à tenir cette consulte. Et là, on a un moment qui est documenté où Paul, il met l'armée autour du couvent. Il se retire et il dit discutez, mais décidez bien. La citation est apocryphe, c'est moi qui le dis comme ça. La conclusion de cette histoire, la Corse, la nation corse réunie en consulte, décide de refuser toute négociation avec les Génois et que la nation refuse en fait de discuter avec les Génois tant que la République ne reconnaîtra pas l'indépendance de la Corse. Paoli sort grand vainqueur
de cette consulte. Il se met à dos tous les notables qui l'ont mis au pouvoir pensant pouvoir le manipuler, premièrement. Et pour moi, cette consulte, c'est un coup d'État parce que c'est le moment où l'État devient pleinement paolien. Jusqu'à présent, Pascal Paoli était obligé de décider de manière collégiale, etc. Il était obligé quand même de céder sur plein de points. À partir de 61, c'est lui le boss. D'ailleurs, on a beaucoup de documents assez drôles qui remontent dans l'espionnage génois. On a cette rumeur qui est présente en Corse, hein, où les gens disent que Pascal Paoli va se faire élire doge de la République de Corse. Doge de Corse. Mais ce qui montre bien, à un moment donné, à partir de mai 61, Paoli apparaît comme étant l'homme fort. Donc si je comprends bien en vous le lisant, le Paoli de 55, personne ne l'attend, il est un peu mis en place, il n'a pas de poids, il n'a pas de légitimité, et c'est plus une élite locale, une bourgeoisie qui choisit de prendre ce personnage encore inconnu qui, bon, après va les déstabiliser. Mais quel est le rôle des matras dans l'arrivée de Paoli ? Les matras se font avoir. Au départ, il pensait pouvoir manipuler le jeune bonhomme, mais il se rend compte qu'il est trop ambitieux qu'on peut rien en faire. Ça, c'est absolument clair. Le jeu des matras, en fait, il est plus subtil. En fait, il faut se rappeler que les matras, alors pour nous, on pense grande famille de la Plaine, c'est vrai, grande famille d'Aléria, mais les matras, c'est une grande famille de Bastia, en fait, surtout. Ils sont surtout installés là, ils sont liés avec toutes les grandes familles influentes de l'île. Ils sont très bien liés à Gênes également, donc c'est une famille qui a de l'influence politique, mais pas forcément économique. Ils ont du poids, mais pas forcément le fric qui va avec. Ça aide la différence avec justement le parti de Chico Capiège, qui lui a des liquidités à gogo. À gogo pour l'échelle, l'échelle de la Corse, bien entendu. Et en fait, on va avoir une période pendant la décennie 40 jusqu'en 53 où les matras vont mettre un allié familial, Domenico Rivarola, qui est un Bastiais qui, moi, j'ai du mal à voir comment on peut le considérer comme étant corse, parce que c'est quelqu'un qui est un Génois, issu d'une famille génoise très importante, qui donne des cardinaux, etc. Les Rivarola, c'est une famille génoise. Petite branche familiale installée dans un endroit où on a des activités économiques. On a un personnage très influent, Domenico Rivarola, qui, dès les années 1700, va vraiment gérer la ville de Bastia. Personnage important, ce Rivarola-là, et qui va s'y lier avec les matras, surtout. Et on va avoir ce jeu familial où les Rivarola vont avoir le pouvoir pendant les révolutions corses. Ils vont ensuite le lâcher aux matras. Et puis après, quand les matras paraissent un peu usés, on va mettre les Gaffori. Assassiné en 53 et donc après on cherche le faible Paoli qui ne sera pas si faible. Parce que il faut gérer les révolutions, parce qu'il faut gérer vraiment le proto-État, parce que le proto-État, c'est celui qui va négocier le moment où on va redevenir génois ou devenir quelque chose d'un autre État. Donc il faut avoir la maîtrise de l'institution pour avoir la maîtrise de la négociation politique. Vous décrivez deux peuples corses qui s'affrontent, d'un côté les grandes familles, les notables installés, de l'autre des gens nouveaux, petits commerçants, jeunes hommes des milieux économiques, qui montent grâce à Paoli. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu à sa manière la lutte des classes, au lieu d'être un choc de génération ? Pas forcément. Après, la lecture de la lutte des classes, elle a été intéressante et elle a apporté beaucoup de choses, que ce soit l'histoire de la Corse, soit l'histoire globale. La lutte des classes permet de déplacer le regard du discours vers des raisons matérielles. Un matérialisme historique. Ouais. Et ça, finalement, c'est utile. Ça, c'est très très bien. Mais après, c'est souvent exagéré. Les lectures marxistes, elles fonctionnent pas souvent. En tout cas, aujourd'hui, on considère que ça fonctionne plus. Et je pense à raison, je pense que ça fonctionne plus. En tout cas, ça matche plus du tout avec les critères historiques actuels. Après, parler de lutte des classes, non, parce que ça voudrait dire que tous les notables sont dans le même camp. Or, c'est pas le cas. En fait, moi, ce que je vois, c'est que on va avoir des notables qui vont être alliés, mais par région. Typiquement la Balagne. Mais la Balagne, dès le XVIe siècle, les notables sont capables de faire des lettres
au gouvernement génois en disant écoutez, tout ça c'est bien mignon, mais nous, notables, on représente tel pourcentage de la population de l'île, tel pourcentage de l'économie. On exige d'avoir une représentation politique fixe. On exige d'avoir des privilèges régionaux, etc. Pour moi, il faut le voir comme étant une lutte entre les différentes régions. Un des grands soucis que l'on a quand on questionne les révolutions corses, c'est qu'on va l'interroger avec nos critères actuels, où on part du principe que le peuple corse est unique, et que finalement, il n'y a qu'une voie, une manière d'être patriote, alors que ce n'est pas le cas à l'époque. À l'époque, il faut voir la Corse comme étant un espace pluriel, tout à fait mosaïque, où finalement, un Balana, le sud, ça lui parle pas du tout. Même déjà, Corté, ça lui parle moyen. Le Balana, il bosse pour lui, et pour lui, sa patrie, c'est la Balagne. Et donc, quand les Balanas entrent dans les révolutions, c'est quand même pour sauvegarder, voire conserver et améliorer le statut de la région. Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui gagne les notables globalement à la fin de toute cette histoire ? Alors déjà, se conserver. Il y a quand même cette question. Quand je termine ma thèse, j'en arrive à cette question, en tout cas à cette remarque, où je me dis, c'est drôle. Quand je regarde qui dirige la Corse au tout début de la période française, en fait, je vois qu'il y avait plus ou moins les mêmes personnes que ceux qui dirigeaient la Corse révolutionnaire. Et quand je regarde, je me rends compte que c'est plus ou moins les mêmes qui géraient la Corse génoise. Donc en fait, on parle de révolution, etc., mais il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. Il y a quelques élites qui vont apparaître, quelques groupes familiaux qui vont émerger et s'installer, c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui vont disparaître. Les Rivaro, là, les Matres, qui est peut-être parmi les familles les plus importantes, on va pas dire qu'ils disparaissent, mais ils vont subir un déclassement social qui fait que c'est quasiment comme tel. Les Paols, ils disparaissent du jeu politique. Mais d'une manière globale, ce sont les mêmes familles. Pourquoi elles s'engagent dans le phénomène révolutionnaire ? Parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. En 1729, comment commencent les révoltes ? Ça commence par la jacquerie. Pardon ? C'est une jacquerie fiscale, un événement en fait assez basique et complètement anecdotique. Mais là où ça devient original, c'est qu'effectivement, là, ça prend. Ça prend parce que les populations, elles sont excédées et elles sont surtout... Il y a un sentiment anti-élitiste. Les premiers slogans, c'est « abat les caporaux, abat les nobles 12, abat les élites, etc. » Ils ne sont pas forcément anti-génois au tout début de la révolte. Et ça fait peur aux notables. Le notable qui est rural, qui est dans sa communauté, il se rend compte que les populations peuvent le couper en deux. Et en fait, à un moment donné, il va falloir expliquer aux populations que, ok, lui, il était noble 12, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il était représentant des populations auprès du gouverneur, etc. Et que finalement, si la Corse ne fonctionne pas, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de la République. Et donc, il faut inventer un discours patriotique où on va expliquer que, les notables, ils font ce qu'ils peuvent, on fait ce qu'on peut, mais les grands vilains, c'est les Génois. Le problème, c'est la République. C'est pas nous. Nous, on n'y est pour rien, notables. On est gentils, on fait au mieux, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça fonctionne pas. Et c'est là qu'on va mettre en place un discours patriotique grâce aux poésies, aux chansons, où on va expliquer que nous, Corses, on serait tous les enfants d'une même mère. Cette idée-là qui va s'inscrire sur le temps long. Et on a souvent des discours avec cette mère qui s'adresse à ses enfants, tous les Corses, cette grande fratrie que nous sommes tous. Et cette mère dit aux enfants, écoutez les grands frères. Et les grands frères, c'est qui ? C'est les notables. On a toujours cette idée-là, c'est-à-dire que ces notables, ils sont là, ils ont peur qu'on les fracasse. Et donc le but du jeu, c'est d'expliquer que c'est pas leur faute, c'est la faute de la République. Et puis il faut les écouter quand même. C'est pas une révolution sociale, ce qui se passe en Corse. C'est pas une révolte qui va chambouler l'ordre social. Elle vient pas du bas. Au départ, oui, mais après le haut réussit à prendre le contrôle. Donc le
Le peuple paolien, c'est quoi? C'est des gens qui voulaient monter, qu'on bloquait une fois Gênes parti. Est-ce qu'ils veulent changer de l'ordre social ou juste occuper la place de cet ordre qu'on leur refusait? Exactement ça. En fait, quand on regarde ce qu'on appelle les constitutions révolutionnaires, on se rend compte qu'en termes de révolution sociale, c'est pas ouf. Je veux dire, il n'y a rien de très innovant sur le plan social. En fait, on se rend compte de quoi? Bah, Typiquement, l'imposition, il n'y a pas de révolution, tout le monde paye comme à la période génoise. On multiplie quand même les possibilités d'avoir des exemptions quand on est un bon notable. C'est quand même notable, hein, c'est intéressant quand même à évoquer. Et finalement, on invente un système où on peut avoir des titres de noblesse, des titres d'excellence, d'illustrissime, etc. Alors, on a une société corse au crépuscule, la Corse génoise, qui est une société où on a un mal-être, où finalement ces Corses n'arrivent pas à devenir des Génois comme les autres. Le problème, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la problématique de la troisième rivière. Ces élites corses qui accèdent à des moyens financiers pendant tout le XVIIe, grâce à la cultivation, etc., ils estiment pouvoir entrer au Sénat, la République, entrer dans la noblesse, etc., devenir des Génois et des Ligures comme les autres. Le problème, c'est que... C'est que c'est des métèques. Ce n'est pas que ça, parce que la République de Gênes est considérée, parmi toutes les républiques d'Ancien Régime, comme étant une république plutôt ouverte. À partir du moment où tu es capable de faire un discours où tu dis qu'on est plus ou moins noble, d'essence noble, ce qui est du pipeau, tout le monde le sait à cette époque, hein, que tu es capable de faire ça et que tu as de l'argent, on s'en fout. Le problème, c'est que, et ça c'est une chose que n'ont pas compris les notables de l'époque, c'est qu'ils sont riches et puissants en Corse, mais ils pèsent que dalle à l'échelle de l'Italie, de la Ligurie, etc. C'est-à-dire que, parmi les plus riches que l'on va avoir en Corse au début du XVIIIe siècle, on a la fratrie des deux bâtisses, de Moriagne et Bastia, qui ont à peu près 100 000 lires de biens. Mais 100 000 lires, c'est que dalle à l'échelle de la République de Gênes, qui est une capitale financière. C'est-à-dire les Corses se disent, les Génois sont vilains, ils ne veulent pas nous intégrer alors qu'on est comme eux, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient bien en deçà. Et finalement, on a ce discours où il se dit les Génois ne nous aiment pas. Ils sont un peu anti-corse, ils ont toujours détesté le sang corse, alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas du tout le cas, en fait. C'est juste une question d'échelle, d'élite, et les Corses qui sont tout petits à ce niveau-là. Avant Paoli, la Corse s'organise autour des caporaux, des chefs locaux hérités du Moyen-Âge. Le mouvement paolien, c'est une rupture avec ce système ou une nouvelle génération de caporaux avec une légitimité républicaine? Paoli, quand il est élu avec en fait, les élites traditionnelles qui ont le pouvoir, mais il comprend très bien qu'à un moment donné, ces élites vont changer de camp. Donc il est confronté à une problématique: comment faire pour renouveler les élites, pour que les nouvelles élites de la nation lui soient fidèles. Et en fait, ça tombe bien parce que finalement, le système républicain et le système patriotique permet finalement de renouveler les valeurs de la société, et donc de justifier de nouvelles élites. Et ça, finalement, c'est très, très, très intéressant pour lui. C'est pour ça que moi, j'aime bien présenter le républicanisme paolien comme étant pas forcément une idéologie, mais comme étant plutôt quelque chose de pragmatique. En fait, Paoli, il est pragmatiquement républicain. Et je pense que quand on regarde le paolisme avec ce prisme-là, c'est plus intéressant. L'autre élément, on n'en a pas forcément conscience aujourd'hui parce que on grandit dans un système républicain et avec des discours républicains qui sont très très ancrés. Mais le républicanisme de l'Ancien Régime, c'est pas ce qu'on y voit aujourd'hui. Le républicanisme de l'Ancien Régime, c'est une structure qui permet de gérer les factions, qui permet de gérer les désunions. Et c'est pas pareil. Le républicanisme de l'Ancien Régime, il est fait pour gérer la conflictualité collective en organisant finalement le roulement du pouvoir. Paoli essaye de faire ça, sauf que il garde le pouvoir. C'est ça la grande différence. Ce qui est finalement intéressant avec ce système, qui est démocratique, pour moi par intérêt, parce que Paoli, en mettant en place
des élites par la consulte, à un système électif, etc., il parvient à contrebalancer le pouvoir des notabilités traditionnelles. Ça, c'est un truc qui est clair et qui est incontestable. Par contre, on a quand même la figure du chef. Pour moi, à partir de 1767, on a une dérive princière du pouvoir. C'est un prince républicain, mais qui est tout à fait classique dans l'Italie moderne. Et je crois que quand on regarde les discours politiques à partir vraiment de 1767, la victoire de Capraia, on a un tournant qui est très fort, extrêmement important, autour du prince, autant autour de la figure paoline. Après, attention, on a cette évolution avec un gouvernement qui devient princier, mais quand même républicain. Mais Paul n'est pas marié, il n'a pas de descendance, donc il sera toujours et forcément appelé à être renouvelé. Le grand problème finalement du paolisme et du républicanisme paolien, c'est qu'on en parle beaucoup, mais on parle d'un objet qui n'est pas achevé. Finalement, on a beaucoup de spéculations, beaucoup d'interprétations, mais Paul, il ne laisse pas de testament politique, il n'a jamais écrit une œuvre en disant bah, « moi je vois le politique comme ça », etc. Même pendant son exil. Même pendant son exil. Paul, finalement, c'est pas ce type d'homme politique-là, celui qui écrit. En tout cas, des œuvres philosophiques, des œuvres théoriques. Après, il écrit à paquet des lettres, etc. On peut avoir de superbes digressions philosophiques, mais on va jamais avoir, à un moment donné, l'explication de comment je vois le monde. Ça, Paul, il ne le fait pas. Et finalement, on parle du paolisme, mais pour moi, il y a beaucoup d'incertitudes. On le disait tout à l'heure, la Corse de Paoli, ce n'est pas toute la Corse. Bastia, Ajaccio, Calvi, Bonifacio, les présides génois restent sous contrôle génois tout au long du Généralat. Comment vivaient ces territoires la scission et comment regardaient-ils ce qu'il se passait de l'intérieur ? De manière pragmatique, c'est-à-dire que même si ces présides restent jusqu'au bout loyaux à la République de Gênes, les présidianes, ils se posent la question, se dire bon bah on participe d'un État qui finalement perd la main, qui est plus capable d'assurer notre sécurité. Une des grosses problématiques, par exemple, des élites bastiaises pendant la période 1760, c'est finalement le fait de ne plus pouvoir accéder à la campagne, parce que la campagne est en fait pourrie par les rebelles, on ne peut plus faire les vendanges en paix, c'est compliqué pour les bêtes, etc. Et il se pose un certain nombre de questions pragmatiques. C'est-à-dire, est-ce que rester génois, ça vaut le coup ? À partir de 1767-68, les présidiens commencent à discuter sérieusement avec Pascal Paoli en disant, bon, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais tout ça, finalement, c'est facilité par le fait que la Corse, c'est un petit milieu politique. Il y a toujours des liens de parenté qui font que quelqu'un qui est le chef du camp d'en face, c'est quand même quelqu'un de notre famille ou apparenté. Donc on a toujours le moyen de négocier. Pour moi, il y a un grand mythe dans l'historiographie corse, c'est de se dire qu'il y a deux Corses. La Corse révolutionnaire, bloquée, fermée, et les présides, fermés aussi, et qu'il n'y a aucun échange. En fait, ce n'est pas le cas. Dans les années 60, on a plusieurs cas où les grands présidiens, les grands notables de Bastia, ils vont fêter Carnaval à Patrimonio. Et qui on a ? On a Pascal Paoli et toute l'équipe. Donc là, on voit bien finalement que dire qu'il y a le gouvernement et le reste, ça ne tient pas. Il faut regarder finement ces relations politiques et se dire que les étiquettes politiques, elles ne sont pas forcément importantes. La Corse paoline, c'est peut-être d'abord une Corse rurale de l'intérieur contre une Corse côtière et marchande restée génoise, non ? L'opposition, pour moi, il faut la reprendre à partir de la Corse génoise. C'est-à-dire que les présides, grosso modo, perdent en puissance, sauf Bastia et Ajaccio, au XVIIIe. Faut le voir comme ça. Tous les présides s'effondrent, perdent en vitesse, sauf Bastia et Ajaccio. Donc en fait, Bastia se referme parce que c'est une ville qui veut concentrer forcément le pouvoir. Les élites veulent garder le pouvoir entre elles. Et au XVIIe siècle, on a une dynamique qui se rajoute. En fait, ce sont toutes les politiques de mise en valeur agricole de l'île impulsées par la République de Gênes. À partir du XVIIe,
La République va lancer des politiques de cultivation universale. On veut développer l'agriculture sur toute l'île, d'abord pour éviter les disettes, toutes ces choses que l'on connaît bien, mais surtout pour produire de l'excédent à des fins commerciales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le système génois, c'est un système avec très peu de contrôle. Donc, en fait, on demande l'argent pour faire des choses, pour planter, défricher, etc. Après, on fait une attestation en disant bah, j'ai bien défriché, j'ai bien planté ce que j'avais dit, j'ai bien fait mes engagements, mais personne ne vient contrôler derrière. Concrètement, la cultivation, et ça a été une grande opération de détournement financier par les notables de l'île. Ce qui fait que ces notables vont avoir énormément d'argent à l'échelle locale, toujours, et ce qui explique par exemple que lors du dernier tiers du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, c'est-à-dire avant les révolutions corses, nous on s'imagine une Corse pauvre, etc. Ben, c'est la grande période du baroque corse. C'est le moment où en fait on a les plus beaux monuments de l'architecture du baroque corse, et c'est pas en ville, c'est pas à Bastia, c'est en Castagnic, c'est en Balagne, etc. Donc dans ces régions qui vont vraiment bénéficier de la cultivation. Grâce à de la fraude agricole, je veux le dire comme ça. Concrètement, oui, parce qu'en fait la fraude aux aides, quoi. Enfin... c'est en fait tout simplement Alors, en fait, c'est la fraude, mais pas de fonds qui sont mis. C'est pas les Génois qui mettent de l'argent de leur poche. En fait, ce sont des impôts imposés aux populations corses pour le développement de l'île. Et c'est cet argent-là qui va être détourné par les notables ruraux. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que à la veille des révolutions corses, on se rend compte que les notables ruraux sont devenus riches. Oui, ils sont devenus riches et ils se sont mis leur population rurale à dos, et ils ont envie de quoi? S'installer dans la ville. Et c'est là qu'on retrouve la dynamique que j'évoquais tout d'abord. C'est-à-dire que les notables citadins, ils n'ont pas envie d'avoir tous les grands paysans qui viennent d'ailleurs. Et donc on va resserrer progressivement, par exemple, les critères d'adhésion à la citoyenneté bastiaise. Et on va les empêcher progressivement, les ruraux, d'entrer dans la ville. Qu'est-ce qui se passe là? On a énormément de tensions. Et finalement, cette opposition, elle est vraiment structurante dans les révolutions corses. On a ces notables ruraux qui ont une colère contre les notabilités urbaines, mais on a surtout des notables ruraux qui ont très peur de leur propre population. Justement, Paoli gouverne pour qui? Concrètement, parce que le peuple paolien, ce sont des petits commerçants, des gens qui voulaient monter, mais les plus pauvres de la Corse en 55, le paysan sans terre, le berger, le journalier, qu'est-ce qu'il gagne dans le moment paolien? Dans le moment paolien, il va gagner beaucoup de choses, dans le sens où il va quand même s'émanciper du notable grâce à cette diffusion de la monnaie. Ça va changer beaucoup de choses. J'exclus les bergers. Parce que les bergers étaient, alors nous on s'imagine, Corse, île de berger, profession traditionnelle, respectée. Le berger est détesté, je l'ai détesté pour la période moderne. Surtout le berger du Niol, où il est considéré comme étant une catastrophe. C'est un bandit. C'est-à-dire, à cette époque, on considère que le berger amène ses troupeaux en divagation, qui vont ruiner les cultures des pauvres villageois, etc. C'est très compliqué, finalement. Le berger, il est à part, il est un peu exclu. Mais par contre, les petits propriétaires, eux, vont trouver dans l'organisation gouvernementale, finalement, de quoi construire un parcours professionnel, un parcours de vie. Ces gens-là, qui étaient finalement marginalisés dans la société parce qu'ils n'appartenaient pas aux grandes familles, désormais vont pouvoir entrer dans l'administration, faire des petites carrières politiques. Ça change pas mal de choses. Et le peuple paolien, c'est celui-là. Le peuple paolien, c'est du changement d'ordre social ou c'est de la stabilisation? Il y a une évolution dans l'ordre social, clairement, puisque on a l'apparition de ces nouvelles élites. Après, ça commence dans les années 60, 68, 69, à faire terminer. Donc c'est un moment qui est éphémère, mais qui va produire du bien dans la société, et c'est pour ça que d'emblée, dès les années 1769-70, on va avoir une nostalgie très forte, parce que ces gens qui soudainement ont pu exister socialement n'existent plus.
quand la Corse devient française, euh, on avait une société qui était fermée à l'époque génoise, mais elle va se fermer encore plus. Là, il n'y a plus de question de notabilité, etc. Là, on commence à parler de noblesse. Et là, tu es dedans ou tu es dehors. Et si tu es dehors pour toujours. Chasser le percepteur génois et garder sa boutique, c'est une révolution ou c'est une révolte de propriétaires? Ça fait partie des questions que j'ai essayé d'explorer dans ma thèse, c'est-à-dire finalement, première question, est-ce que cette période, 1729-1769, est-ce que c'est une révolution? La question du singulier. Moi, je fais partie de ceux qui disent non, il ne faut pas parler d'une révolution, parce que d'abord les contemporains là, parlaient de révolution plurielle. Déjà, je trouve que c'est un bon indicateur. Ensuite, ça dure 40 ans, mais ce n'est pas 40 ans de guerre non-stop. En fait, on a des phases d'activité, des phases de calme, etc. Donc, il faut quand même en avoir conscience. Et puis, finalement, on va avoir des séquences insurrectionnelles, des séquences révolutionnaires qui seront de calibre très différent. La décennie 1730, typiquement, l'ordre social, bon, c'est pas ouf hein, les thématiques portées. Hein. Remettre de la noblesse soit d'une manière, soit d'une autre. On a la question de la royauté, alors un peu fantoche avec Théodore. Bon, on peut en parler aussi après. Pendant la décennie 1740, c'est pas ouf non plus. Hein. C'est-à-dire que le mieux qui est proposé, c'est ce qui est porté par Rivaro, là, Domenico Rivaro, là, c'est devenir savoyard. C'est pas ouf en termes de projet politique, hein. C'est bien, hein. C'est l'ennemi juré des Génois. C'est bien. On était Génois, on passe dans le camp d'en face, ok, c'est cohérent. Mais c'est pas ouf, socialement. Avec Pascal Paoli, on change quand même. On a cette monétisation qui change beaucoup. J'insiste dessus, mais l'argent change, restructure les rapports sociaux. On a une société où on n'a que du troc et on passe à une société où on a de l'argent. L'argent, c'est une liberté, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant du notable. On a un salaire qui tombe de l'État. Plus pareil. Mais du coup, à ce moment-là, on est fidèle à l'État. Donc on s'émancipe des notables, mais on repasse sous un lien de domination avec un État. Après, est-ce que c'est mieux? Je sais pas, c'est juste pas pareil. Ça, c'est le premier truc. Pour revenir au changement amené par Paoli, qu'est-ce que c'est que la Giustizia Paolina? Ah, une merveilleuse opération de com'. La Giustizia Paolina, finalement... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que là, si on va dans la rue, on demande à quelqu'un, écrivez Giustizia Paolina, on va l'écrire en corse. G-H-E-J. Bon, petit problème, hein, parce qu'effectivement, au XVIIIe, on ne l'aurait pas écrit comme ça. Ça, c'est le premier élément. Et qui montre finalement que l'idée d'un homme qui apporte la justice, c'est quelque chose qui naît avec le mouvement régionaliste, puis le mouvement nationaliste. Ça, c'est le premier élément. Donc, quand on identifie cet élément, on se rend compte qu'on a un imaginaire très fort qui est accolé à ce terme. Maintenant, quand on regarde la documentation, on va se rendre compte que oui, à l'époque, la justice génoise est lente. C'est vrai, elle n'est pas forcément efficace. Mais pourquoi? Pas parce que les Génois sont mauvais, et parce que on est dans l'Ancien Régime où finalement on pratique ce qu'on appelle l'infrajustice, c'est-à-dire la justice en dessous de la justice. Concrètement, quand on a un souci, on va dans les instances communautaires qui sont plutôt informelles, notamment les notables, qui viennent régler les soucis. Et finalement, aller voir un lieutenant, c'est déjà une forme d'appel. Ça, c'est le premier élément. C'est vraiment l'usage du pachero qui est resté... Exactement, ouais. Après, comme on a pu se l'imaginer. Ça, c'est vraiment pour le civil. Après, pour le criminel, quand on parle de meurtre, on passe directement au-dessus. Hein. Ça, c'est évident. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Paoli comprend que on a une criminalité et des problèmes d'ordre civil extrêmement forts, et qu'il pourra s'imposer dans la société en appliquant une justice rapide. L'idée, elle est simple. Je vais dans une communauté et je dis, voilà, qui a un problème? Les gens viennent, ils disent, moi, un tel, il n'a pas payé le loyer. Ok, on va le chercher, on te fait payer. Un tel, oui, mais alors là, la dot, elle n'a pas été restituée, etc. Bon, tu viens, tu m'expliques, etc. Le gouvernement
pauliste va s'imposer par la justice, mais toute forme de justice. Ça, c'est un truc important. La vendetta, c'est quelque chose qui est très très mineur dans la société, hein, même si ça a pris une place de premier plan dans notre imaginaire. On y revient après. Mais finalement, l'idée de Pascal Paoli, elle est très simple. Elle est qu'il faut appliquer une justice très rapidement pour que les gens viennent nous voir, nous, et qu'ils n'aillent pas voir les Génois ou d'autres personnes. L'idée, en fait, elle est simple. On adhère à un pouvoir politique parce qu'il est efficace. Donc, si les gens voient que les paolistes rendent la justice bien, on va aller les voir plutôt qu'aller voir les Génois, etc. Et que finalement, c'est ça qui constitue le processus de légitimation de l'État. La stratégie paoline, elle est là. Donc, concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? On dit à tout le monde que la justice sera rendue en 24 heures. Il y a un meurtre, 24 heures après, le coupable sera exécuté. Jolie promesse. On sent déjà un peu l'entourloupe. Le problème, c'est qu'en 24 heures, bien entendu, on ne peut jamais rendre une très bonne justice. Et Paoli, sur ce point-là, il est machiavélique, il est très cynique. Il explique que s'il y a un innocent, par hasard, doit être exécuté, c'est pas grave, parce que ça contribue au spectacle de la justice, et ça servira toujours... ça aura toujours la vocation pédagogique de la justice. La justice dans l'Ancien Régime, il y a ce côté pédagogique, spectacle de la justice qui est de démonstration. Complètement, c'est du Michel Foucault. Hein. C'est la justice, c'est un spectacle pédagogique pour tout le monde. Et donc il faut montrer la justice, même si des fois c'est pas comme quoi, les analyses marxistes. Hein. On a un exemple, moi c'est un cas que j'aime bien. Je reviens, mais il me semble, peine de mort pour les faux-monnayeurs, torture, c'est ça la justice d'un homme des Lumières ? Alors, torture, il faut savoir que dans la Corse paoline, il existe tout un tas de protocoles pour administrer la justice et pour parvenir finalement à des aveux. Il faut pas oublier que l'enquête judiciaire dans l'Ancien Régime, c'est une enquête sans preuve. Il n'y a pas de police judiciaire. Donc, il faut des aveux. Et donc, il faut aider les gens, finalement, à avouer. Et donc, la torture fait partie du panel du panel des outils à disposition du juge et des chanceliers. On a 33 types de tortures différentes, en allant de la privation d'eau, de nourriture, jusqu'aux bastonnades un peu plus efficaces. Tout est très encadré. Mais Paoli, en fait, n'invente rien, il ne retire rien, en fait, à ce qui se fait à l'époque. Même si on a quelques États qui commencent à interdire la torture à cette époque. Paoli, il n'est pas dans cette dynamique-là. Parce que, finalement, la modernité, elle est quand même marginale. Elle est toujours comme ça. On sait ce qui est moderne après coup. Mais aujourd'hui, si je pose la question, où est la modernité, l'innovation ? Compliqué. Mais en tout cas, effectivement, quand on regarde les cours dispensés à l'université de Corse de l'époque, on va avoir, à un moment donné, la description de toute la procédure criminelle, et notamment de la torture. Donc on explique que quand on torture quelqu'un, il faut un médecin qui doit faire le constat de la personne avant, le constat après, et qui doit faire un rapport, etc. Mais c'est comme ça qu'on fait à l'époque. C'est pas, pour le coup, Paoli n'est ni plus ni moins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la justice est un spectacle. Moi, j'ai une affaire 1758, on est au tout début du gouvernement paolien. On a un mort un peu bizarre, on ne sait pas exactement, dans une région, la grande région de Bastia. Paoli envoie son chancelier secrétaire, Moracchini, pour inspecter et éventuellement rendre justice. Donc il arrive dans le village, très bien. Et donc il apprend, oui, il y a un tel qui est mort. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon, il est mort, c'est pas grave, il est enterré. Très bien. En pleine nuit, il y a quelqu'un qui vient et qui dit à Moracchini, mais vous avez vu qu'il a été tué ? Moracchini, il dit non. Enfin, lui, il était payé pour vérifier le cadavre et tout, faire comme une inspection, mais il l'a pas fait. Et là, on est en pleine nuit, et si il a réellement été tué, il faut qu'il organise un procès le lendemain. Donc en pleine nuit, il va chercher le prêtre, il lui dit, en fait, il faut déterrer le bonhomme, on va constater les blessures s'il y en a. Donc on déterre le bonhomme, et on constate qu'effectivement, il s'est pris plusieurs coups de fusil il s'est pris plusieurs coups de fusil. Donc Moracchini, il vient pour rendre la justice, il avait clairement pas fait son job. Ça c'est l'élément important à dire. Problème, on est en pleine nuit. Panique.
pas mal, hein, là, c'était vraiment le type efficace, hein. Et donc Moraki, il est en pleine nuit, il a un type qui a été assassiné, il n'a pas de coupable. Sauf que du coup, le lendemain matin, il doit faire le procès. Et donc là, idée de génie, ben, on va accuser le podestat, parce que le podestat l'a mal informé des faits, il a entravé la justice. Et c'est le podestat qui va être condamné. Il faut en fait du spectacle de la justice. La justice, c'est de la com. Alors, c'est pas forcément la com la plus sympa, on est d'accord. Et on a un outil génial là-dedans, c'est les Ragouailles, la Gazette nationale. Bon, mais décidément, dans la continuité de la monstration de justice, c'est toute une question d'image. Paoli a compris quelque chose de très moderne, qu'un peuple se fabrique avec un journal. Des gens de région qui ne se connaissent pas lisent les mêmes nouvelles et finissent par se sentir un seul peuple. C'est une belle idée. Est-ce que c'est aussi un outil de contrôle ? Alors, on n'est pas encore au stade hein, de la presse. C'est pas la Pravda, hein. Voilà, c'est très prématuré. Par contre, ce qu'il faut dire, et ça, ce qui est dommage, c'est-à-dire qu'on vante Pascal Paoli pour plein de trucs, mais ça on le dit pas alors que c'est complètement vrai. Paoli, c'est un génie de la com, et l'usage qu'il fait de la presse est extrêmement moderne. Pour moi, il flirte avec le 19e en termes de modernité. Alors, c'est pas forcément le 19e aujourd'hui qu'on apprécie le plus, mais quand même. C'est-à-dire que Paoli a compris l'importance de la presse, que la presse permettait de faire nation. Ça, c'est énorme. Ça, c'est complètement énorme. Ce qui va être intéressant quand on lit les Ragouailles, c'est qu'on a une mise en récit d'abord du processus de la justice. Ça, c'est clair. On va expliquer que grâce aux paolistes, il y a une expression, grâce aux paolistes, la tranquillité publique est revenue. On explique, tout va bien, le meilleur des mondes grâce aux paolistes. Et ça, c'est un élément de premier plan. Paoli explique finalement à des gens qui n'ont pas forcément connu de troubles récemment que ça va, tout est rentré dans l'ordre. Et finalement, la Gazette permet de dire à des gens qui n'ont pas connu les conflits d'être concernés et de se dire putain, grâce au gouvernement, on est bien. On a là cet outil qui est génial, et c'est vraiment de la com politique absolue. Est-ce qu'il y a déjà eu une seule ligne contre Paoli ? Ah ben non. Non, après les Ragouailles ont clairement pas vocation. C'est pas la presse du 19e pour le coup. Hein. En l'occurrence, moi j'aime bien présenter les Ragouailles de la manière suivante. On a, comme tu disais, les gens qui sont dans leur communauté, qui ne se seraient jamais fréquentés, et qui se mettent un peu du jour au lendemain à lire la même gazette, et donc à être concernés par les mêmes sujets, à être sensibilisés au même imaginaire national. Ça, c'est un truc important. L'autre truc, c'est que finalement, les gens vont prendre la plume, ils vont écrire au gazettière et Carlo Rossini en lui disant il s'est passé ça ce mois-ci dans mon village. Rossini va recevoir toutes ces notes, il va les réécrire, on ne sait pas exactement comment, on n'a pas d'étape brouillon, et puis après, il va faire l'édition de la Gazette qui va redescendre dans la communauté. Dans toutes les communautés. Et donc, on a une réorganisation de la société autour d'un point central, la presse, donc après, grosso modo, Corté, si on veut ça simplifier. Donc, on a une société qui se verticalise. On se tourne vers le centre, et après, c'est le centre qui va expliquer à tout le monde ce qui se passe. Et ça, c'est un truc neuf aussi qui n'a jamais existé dans la Corse moderne. La Corse est centralisée, elle va connaître une relation verticale avec un pouvoir politique. Et ça restructure complètement. Et ce pouvoir politique indépendant, celui de Paoli, il amène à la Corse cette recherche de protecteurs. On en appelle au pape, au roi de France, à différentes puissances méditerranéennes. Paoli lui-même finit sous protection britannique à Londres. Peut-on vraiment parler d'indépendantisme, ou est-ce que ce serait plutôt une autonomie élargie et constamment proposée à un suzerain ? Alors, ça, c'est une question aussi très importante. Mais je vais juste revenir parce que sur l'élément précédent, finalement, on a des écrits anti-paolistes qui vont circuler, alors pas dans les canaux officiels, bien entendu, et Paoli va avoir une politique de contrôle des écrits qui va être tout à fait
classique, hein, on va expliquer que tout écrit infamant, notamment qui attenterait à l'honneur des femmes, sera condamné, mais d'une manière générale à toutes les personnalités investies dans le gouvernement. Ce qui permet effectivement de s'attaquer à tous ceux qui ont un discours anti-paoliste. Et effectivement, on va avoir un certain nombre de poèmes où on va tourner Paoli en dérision, où on va l'accuser d'être un tyran, etc. Bon, tous les trucs classiques, hein. Et Paoli va avoir une action politique classique à ce sujet. L'autre question sur l'indépendantisme ou sur l'autonomie élargie. En fait, finalement, historiquement, on commence à peine à se poser cette question-là, parce que jusqu'à présent, Pascal Paoli était le héros absolu de l'indépendantisme corse. Pour tout le monde, moi-même, hein, moi, 30 ans que je vis et qui plus est en Corse, pour moi, Paoli, ça a toujours été le héros de l'indépendance. En travaillant dans les archives, je me suis rendu compte que c'était plus contrasté que ça, et que finalement, on a réduit Pascal Paoli à la parenthèse de l'indépendance. Mais que c'est plus compliqué. Paoli, c'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Quand il est élu en 55, l'indépendance, c'est pas du tout sur la table. Ça apparaît à partir de 61, quand on a l'épisode que j'évoquais un peu plus tôt. Il se met tout le monde à dos dessus, justement parce que personne ne veut être indépendant à cette époque. Le notable qui s'engage pour devenir noble, éventuellement, si on arrivait à devenir noble du royaume de Corse, on s'en fout. Il faut une autorité de tutelle importante. Et donc, ce que propose Pascal Paoli, ça ne les intéresse absolument pas. D'où l'intérêt qu'il a à renouveler les élites, à fabriquer des élites patriotiques. Ensuite, à partir de 68-69, quand il voit la nation menacée, là, il va jouer la carte de l'indépendance. Il va jouer la carte de l'indépendance parce que Paoli est intimement convaincu, et ça, c'est sûr, hein, il est intimement convaincu que les Anglais ne laisseront pas la Corse devenir française. Pour une raison simple, c'est que la Corse, place stratégique en Méditerranée, si la Corse devient française, ça déséquilibre les rapports. Ok. Et là, on a un truc super intéressant. Paoli se gourre. En fait, Paoli ne comprend pas parfaitement les relations internationales. Paoli n'a pas compris que depuis les années 1740, Gênes n'est plus véritablement un État indépendant, c'est un État qui participe du jeu français. Et donc, pour tout le monde en Europe, une Corse génoise, c'est une Corse française. Et Paoli, en 68-69, il est là, il a cette phrase, il dit « Mais je comprends pas. Londres et Turin dorment alors que les Français vont arriver. » Il attend, il se dit à un moment, les Anglais vont débarquer. Non, ils n'arriveront pas, parce qu'en fait, si les Anglais voulaient vraiment empêcher une Corse française, ils seraient intervenus bien avant. Et ça, Paoli, il est passé à côté complet. Que dirait Verger Franceschi, hein, non ? Je ne sais pas ce qu'il en dirait exactement. Ce qui est sûr, c'est que la fin du gouvernement national, elle est très rapide. Les paolistes s'engagent très volontiers. En tout cas, les élites paolistes s'engagent rapidement dans la France, parce que la France va proposer finalement des parcours de vie qui leur vont complètement. Ce petit peuple paolien, un peu compliqué, hein, parce qu'on s'est quand même beaucoup mouillé, et puis maintenant on a le service après-vente. Donc soit on se tait et puis on attend que ça passe, soit on part en Italie. Ça a été une voie qui a été suivie par beaucoup. Et puis Pascal Paoli se retrouve en Angleterre. Alors on dit très souvent que Paoli quitte la Corse à destination de l'Angleterre. Non, Paoli part de Corse, effectivement, il arrive à Livourne. À Livourne, la ville l'acclame comme si c'était un immense chef d'État. Et en fait, c'est les Français qui disent au grand-duc non, mais lui, il reste pas là. Donc, il s'en va, il bouge, et en fait, de ville en ville, c'est les autorités françaises qui disent non, mais les gars, lui, il reste pas là. Et en fait, il remonte jusqu'au moment où il ne peut aller qu'en Angleterre. Pourquoi les Anglais vont en fait pensionner Pascal Paoli? Au cas où. Exactement. Oui, en fait, Pascal Paoli, il est mis au frais en se disant, on sait jamais, peut-être qu'un jour il sera utile.
Bon, l'Angleterre, c'est une puissance où on a de l'argent à revendre, et donc c'est pas la pension de Paoli qui est importante, mais pas ouf non plus, hein, à l'échelle de l'Angleterre, c'est pas grand-chose. Donc on peut se permettre le luxe de le garder au cas où. Et c'est ce que après vont faire les Anglais quand on va ressortir cette carte-là pendant le royaume anglo-corse. Après que Paoli ait changé quand même de camp, qui s'est dit, ah bien finalement la France c'est pas mal. Donc on a toujours ce jeu-là. Il y a cette question, est-ce que Paoli est un indépendantiste? Il a joué cette carte, mais pour lui, l'indépendance, ce n'est pas une finalité de la nation. Pour moi, et je martèle, Paoli, c'est un machiavélien, il est machiavélique. Donc c'est quelqu'un pour qui le politique n'a pas de fin. On connaît tous cette phrase, ouais, Machiavel, la fin justifie les moyens. Pas du tout. En fait, être machiavélique, c'est de se dire que la politique n'avait jamais de fin. Être politique, c'était naviguer de situation en situation. Pour Paoli, l'indépendance a été un outil. Ça a été, à un moment donné, une stratégie, mais ce n'était pas une finalité. Je pense que à partir des années 61, 63, 64, il y croit de plus en plus à l'idée d'une nation complètement corse et complètement indépendante. Il y croit. Mais après, ça a été une voie, mais il est pas tant attaché que ça. Mais sous la protection d'une puissance bien plus capable. Dans les années 60, on n'en a pas besoin. Dans les années 60, on n'en a pas complètement besoin. Se pose la question des pontificaux. Les pontificaux sont une belle option, le pape. Pour une raison très simple, c'est que le pape, il ne va pas venir gouverner la Corse. Donc il va falloir à un moment donné que le pape délègue aux Corses la gestion, et donc effectivement on pourra arriver à un stade d'autonomie semblable à celui de la Corse génoise, sauf qu'être pontificaux, ça claque un peu plus qu'être génois. Et c'est intouchable. Ça donne quand même... intouchable, mais pas que quand même. On fantasme beaucoup quand même les pontificaux à cette époque, hein, mais les pontificaux peuvent s'en prendre dans la tronche. Hein. C'est pas forcément facile. Hein. Mais le problème de Paul, c'est qu'il se rend compte que si la Corse devenait pontificale, les pontificaux essaieraient à un moment donné de l'éliminer. Mais comme les Anglais. C'est-à-dire, Paul, il pensait devenir vice-roi. Mais le coup de Gilbert Elliot, alors de un, il n'a pas vu venir, et puis surtout, Gilbert Elliot, c'est un loup. Un renard. Elliot comprend que s'il veut gérer les choses, bon, il faut qu'on n'écarte pas. Et le problème, c'est que quand on n'écarte pas, en fait, on n'a plus le soutien populaire. Parce que les gens, devenir anglais, ça ne les intéresse pas. Être paoliste, oui, parce qu'on a quand même cette image qui... le travail de mémoire des paolistes, il commence dans les années 69. Mais pour une raison très simple. C'est-à-dire que les paolistes, 1769-70... ils comprennent qu'ils ont perdu la guerre, que c'est terminé. Et c'est là que Paoli fait encore, selon moi, un coup de génie, c'est qu'il comprend que la guerre est terminée, on a perdu à tout jamais. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rester maître de l'histoire. Et Paoli en a marre parce qu'il voit plein de Français qui viennent sur l'île, qui font des histoires de l'île et qui vont distribuer les points, pas forcément d'une manière avantageuse pour lui. Et donc Paoli est dans cette problématique de trouver un Corse ou quelqu'un d'autre, plutôt philo-patriote, capable de faire une histoire de la Corse pour expliquer à quel point le moment paolien était top. Ça n'a jamais fonctionné. Mais on a cette phrase, quelque part, dans un texte des années 71-72, un texte que je trouve magnifique, peut-être un des plus beaux textes paoliens, et aussi un des moins connus, où Pascal Paoli dit... je ne sais plus comment ça se termine, mais c'est quelque chose du genre vivra dans notre sang l'esprit de la liberté, et ça, personne ne pourra jamais nous enlever. Il y a cette idée, l'esprit, le sang coulera dans les veines de nos enfants pour toujours. Paul, il comprend que la guerre adviendra un jour. On ne sait pas quand, et qu'il faudra être le modèle. Il comprend de suite que la com doit continuer même après la défaite et qu'il faut réussir à s'inscrire comme étant le héros de la nation corse. Si le Paoli des archives génoises est plus dur, plus calculateur, plus marqué par les luttes que la statue qu'on célèbre, est-ce que cette version-là ne serait pas justement plus utile à ceux qui veulent vraiment changer les rapports de force en Corse aujourd'hui ?
Moi, on m'a souvent dit Eric, tu casses le mythe. Moi, j'ai l'impression que le mythe sert à rien. Parce que si c'est le mythe d'attendre un homme des Lumières qui vient de l'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit top. En tout cas, c'est pas le modèle société moi, qui me plaît. Après, chacun a son goût. Le mythe de l'homme fort, en plus, ça peut plaire. Moi, c'est pas mon truc. Mais chacun est libre. Euh, Moi, je pense que c'est intéressant, au contraire, de prendre l'histoire comme étant une leçon politique. Quand j'explique que Pascal Paoli, c'est un homme politique qui est obligé de faire des compromis, qui est obligé de temps en temps de mentir, de jouer de l'ambiguïté, etc., ça nous rappelle que c'est un homme politique. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste que la vie, c'est ça. La vie, c'est gérer les rapports de force. On peut mobiliser avec des grands discours. Ça sert à quoi? Je crois que ce qui est important avec Pascal Paoli, c'est qu'il va réussir à construire quelque chose, mais il le construit parce que c'est un politique, pas parce qu'il fait des grands discours qui servent parfois pas à grand-chose. Moi, je pense qu'il faut remettre la politique au cœur de la cité et au cœur de l'espace public. C'est très bien, au contraire, hein, de montrer ces éléments, de montrer les paradoxes, de montrer les contrastes, de montrer les nuances. Parce que d'abord, ça fait du bien, ça montre que personne n'est parfait, déjà c'est rassurant. Et puis surtout, ça nous montre que le travail, il est collectif. En début d'interview, je disais, mais finalement, on a invisibilisé tous les gens qui ont participé au gouvernement national. Ouais, mais c'est encourageant. C'est encourageant de se dire qu'une bande de jeunes, vraiment une dizaine, hein, est capable à un moment donné de faire bouger la société, de construire un État, d'apporter de la justice, d'apporter de l'argent, de développer des politiques économiques, éducatives, tout ce que l'on veut. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça encourageant. Et je trouve que cette leçon-là, finalement, elle est plus intéressante que de se dire un homme fort, puissant, qui vient et qui dit moi je. Sortir du césarisme, encore une fois, hein. Un Paoli déboulonné, c'est un Paoli perdu ou un Paoli qui est rendu vivant, justement? Pour moi, la question, elle n'est pas au niveau de déboulonner, parce que je pense que ceux qui... Si on vous dit que vous le démythifiez. On me dit que je casse le mythe, en disant ça, mais moi, au contraire, j'ai l'impression de le faire vivre. Moi et bien d'autres, on fait vivre et on explique cette société. C'est trop dommage de se concentrer sur un bonhomme alors qu'en fait, il y a 120 000 Corses sur l'île. Il y a plein de gens qui font plein de choses et c'est trop triste de tourner le dos à toute cette population. Euh, Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. Après, chacun son goût. C'est vrai qu'après, l'histoire type roman national, ça peut avoir son charme, c'est facile, ça peut plaire. Mais je suis pas forcément convaincu de la pertinence sur le très long terme. D'ailleurs, les gens sont très contents hein, quand ils entendent ce type de discours politique, hein, parce que ils sentent bien que dans le discours roman national, il y a des choses qui clochent. Il y a des choses complexes, des choses qui collent pas, qui fonctionnent pas. Et finalement, le discours d'un Pascal Paoli, homme politique, qui fait de la politique, c'est un discours qui explique. Et je pense que c'est un discours qui fait de l'histoire une science utile. L'histoire, c'est pas juste le plaisir de l'érudition pour le plaisir de l'érudition. Alors, on se fait plaisir hein, quand on sait des trucs que personne ne connaît, mais ça sert à rien, concrètement. Euh, Moi, j'aime bien cette phrase de Patrick Boucheron quand il dit moi, je suis médiéviste et je fais pas juste du médiéval pour le plaisir de parler latin, etc. Non, moi, j'utilise le médiéval pour penser la société. Moi, je fais du moderne, de la période moderne, du XVIIe, du XVIIIe, pour penser la société et pour penser des choses qui sont même au-delà de la Corse. Parce que c'est vrai que je suis historien de la Corse, je travaille sur la République de Gênes, sur d'autres États. Mais finalement, quand on parle de politique, on parle du rapport qu'entretiennent les individus avec le pouvoir, etc. Et finalement, ce sont des choses qui intéressent au-delà du domaine local. Et je crois que c'est ça aussi, c'est-à-dire quand on fait ce travail d'historien, il faut savoir construire un discours qui touche et qui puisse intéresser des personnes qui ne sont pas forcément locales. L'histoire locale, c'est bien, mais après, c'est pas moi ce qui m'amuse le plus. Pour revenir sur l'héritage paolien ou paoliste, jurer sur la justification, et c'est un geste religieux déguisé en geste politique,
ou c'est une inscription dans la continuité historique et pensée pour le roman national? C'est un geste qui est, c'est un geste qui est curieux. C'est un geste qui est beau et qui fait des images, pour le coup magnifiques. Le grand problème de la Giustification et de Salvini, c'est que c'est un bouquin qui a un titre qui est tellement bien, tellement claquant, qu'on s'exonère la lecture du texte. Donc ça, c'est le début de réponse. Heu, En fait, on a tout cet imaginaire sur la révolution qui est forcément indépendantiste et cetera, qui colle pas avec, la réalité. Quand on lit, la Giustification, déjà, il faut le dire, c'est un texte qui est pas amusant, pas un beau texte. C'est un texte juridico-historique comme on en a à paquet au 18e. Ce sont des textes, vraiment chiants. Clairement, il faut être honnête là-dessus. Hem Et surtout, c'est un texte qui est pro-français. Pour moi, il y a une curiosité là-dedans, qui s'explique après, hein, c'est-à-dire, Salvini, il fait partie de ces rares personnages qui sont mus par, une idée. La Corse doit devenir française et Salvini est et sera pendant toute sa vie un partisan de la Corse française, jusqu'au bout. Et ce qui est très drôle, c'est que quand la Corse devient française, bon, bah, lui, il est écarté et les Français essayent un peu de l'éliminer. Bon, ce qui montre que ça lui a pas été très, très rentable, hein, mais Salvini, c'est sincèrement un pro français. Juré sur la Giustification et c'est une très, très belle image. C'est une image qui fait de l'histoire, hein, puisqu'on le voit on la voit maintenant dans les bouquins. La question du message qui est derrière, je suis plus dubitatif. Et l'acquisition de la Giustification? Alors, là, il y a plusieurs choses. Alors le premier élément, de précaution, c'est de dire qu'en tant qu'historien et en tant qu'expert, Toujours heu, très content qu'on récupère. je suis ah non, d'abord, avant d'être très content, je fais partie des historiens qui ont été, missionnés pour, évaluer l'achat. Donc je peux pas trop commenter cet achat. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les pièces, selon moi, doivent rentrer dans les collections publiques pour qu'elles soient accessibles par tout le monde. Donc que cette pièce ait été acquise, c'est très bien. Bon, dommage que ce soit que la seconde partie. Bon, il y a 2 morceaux, hein, donc ça c'est le premier élément. Après il y a la question, du prix, mais la question du prix, c'est une question politique. Ça après c'est aux politiques de s'exprimer, là-dessus. Bon, moi je suis content à titre, individuel que cet achat, ait été réalisé, que le document puisse être accessible. Après, il faudra analyser et voir la pertinence de l'objet. J'ai pas eu le temps de le lire en totalité, donc je peux pas clairement le dire. Mais, c'est un geste politique qui effectivement venait refermer la parenthèse ouverte sur le premier serment. C'est-à-dire on commence l'exercice politique en jurant sur la Justification et puis on referme en faisant l'acquisition d'une pièce que l'on, réputait être un des manuscrits. Bon, ça fait du symbole. Bon, voilà. Après effectivement, produire du symbole, c'est bien, ça fait partie du jeu politique. Après je sais pas. Justement, le symbole, hein, l'héritage de Paoli, à quoi on pourrait le résumer au XVIIIe siècle et au XXIe siècle aujourd'hui? Finalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir que cette première image du Paoli du Riacuì, je trouve, il va, s'opposer avec un autre Paoli, mis en avant par, les historiens, communistes, qui, pendant, les festivités du bicentenaire de la Révolution française, vont essayer d'expliquer que Paoli a toujours été un homme pro-français. Donc on va mettre en avant d'abord le Paoli de la Révolution française pour expliquer in fine que c'est un traître à la patrie puisqu'il passe du côté des Anglais. Et finalement, cette séquence, elle va conduire à un nouveau, bond de la recherche au début des années 2000 avec, Antoine-Marie Gradiagne, Carlo Pittos et cetera, qui va conduire à, reprendre le chantier et à remettre en débat finalement les révolutions corses. Tout le travail que l'on fait aujourd'hui, bah, c'est grâce à tous ces conflits, historiques qui, nous ont aidés, nous ont permis de reposer les questions. Et ça, c'est quelque chose, de positif. Pour moi, finalement, le grand, ennemi, là-dedans, c'est la cohérence, des personnages. On part du principe qu'un homme doit être cohérent sur toute sa vie. Plus compliqué.
C'est-à-dire Paul, il a été effectivement un homme politique parmi tant d'autres entre 55 et 61. C'est l'homme de l'indépendance entre 61 et 63. À partir de cette période-là, on a un pouvoir qui va devenir un peu princier. Moi, j'aime cette expression de principat républicain. Après, c'est quelqu'un qui va Le prince sans couronne. Oh, il y a une couronne symbolique de Corse, ça, on a toute une histoire comme ça. Après, ça va être un Paul qui va être pro-anglais, Paul qui va devenir pro-français, qui va prendre ses distances, qui va devenir pro-anglais, et puis sur le tard, il va dire, bon, bah, finalement, la France, la Corse est devenue française, il faut jouer avec ses règles du jeu. C'est un pragmatique. Et ça, finalement, je pense que c'est une bonne leçon pour la société. Se dire qu'il faut remettre du pragmatisme, il faut remettre la politique au cœur de la société. Merci beaucoup, Éric Micheli. Merci à toi.